Bonjour à toutes et à tous. Nous allons explorer au cours de cet audio une autre vision de l'astrologie, du moins une autre façon de l'appréhender et de l'expliquer. C'est une vision qui m'est propre. Alors quand je dis qu'elle m'est propre, c'est que je n'ai entendu que très peu d'astrologues l'évoquer directement, même si évidemment je suis certain qu'ils sont nombreux au cours de l'histoire de l'astrologie à y avoir longuement réfléchi. Et on verra que certaines techniques astrologiques, tout à fait communes et basiques, confirment cela. Je ne prétends pas que cela soit l'explication définitive de pourquoi l'astrologie fonctionne. Il y a d'autres théories, d'autres conceptualisations de l'astrologie qui peuvent l'expliquer. Cela dit, je pense que c'est un point de vue qu'il est important de considérer de par ce qu'il implique et des possibilités qu'il offre. Nous les détaillerons plus en avant. Petite précision, cet audio n'est que la première partie, l'introduction, si l'on veut, de ce thème, et la deuxième partie qui le développera y abordera plus spécifiquement les notions de libre arbitre et de destin, sera mise en ligne d'ici peu de temps. Il s'agit donc d'une vision symbolique de l'astrologie que l'on va évoquer aujourd'hui. On va voir ce que cela signifie et ce que cela peut potentiellement impliquer. Cette vision symbolique, donc, on pourrait aussi la qualifier d'acausale. Acausale en un seul mot, ou non causale. Pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la nuance entre les deux termes, entre acausale et non causale, n'aura pas vraiment d'importance. Cela dit, pour faire un bref rappel des termes principaux que l'on va utiliser, la causalité, donc là, plus loin, causalité, c'est la relation entre une cause et son ou ses effets. Exemple, je laisse volontairement tomber un verre par terre, il se brise, il y a une relation de cause à effet. Le verre s'est brisé parce que je l'ai laissé tomber. La causalité, acausalité en un seul mot, ou la non-causalité cette fois-ci, c'est quelque chose qui n'est pas sujet aux causes et aux effets. Le lien qui relie un événement A et un événement B n'est pas un lien causal. Exemple, je sors de chez moi, il commence à pleuvoir. Ce n'est pas parce que je suis sorti de chez moi que la pluie tombe. Alors bien sûr, certains pourraient peut-être encore débattre là-dessus et éventuellement arriver à trouver un lien causal en évoquant la théorie du chaos par exemple, mais vous avez compris l'idée. Quant au symbole, c'est une marque, un signe, un mot, un événement qui représente ou signifie une idée, un objet, un concept. Exemple, si l'on s'habille en noir lors des enterrements, c'est parce que cette couleur peut symboliser la tristesse, le deuil, la mort, etc. Donc, le propos d'aujourd'hui, c'est de dire que l'astrologie peut être comprise dans une perspective symbolique et non causale. Sachant que, et je préfère le préciser tout de suite, ce n'est pas mutuellement exclusif avec une explication matérialiste, causale, plus classique entre guillemets, de l'astrologie. Selon le niveau d'observation où l'on va se placer, l'une ou l'autre, voire les deux visions, peuvent être valides, voire coexister. Mais nous allons mettre ça de côté pour le moment. En tout cas, qu'est-ce que cela veut dire que l'astrologie peut être considérée comme symbolique ou non causale ? Eh bien, en premier lieu, évidemment, que les planètes ne sont pas la cause. Étant donné que nous sommes immergés dans les eaux de la modernité, on pourrait facilement considérer que le lien causal, que cette façon d'expliquer tous les phénomènes, est l'unique prisme à notre disposition, que c'est notre seul moyen de déchiffrer le monde qui nous entoure. Le corollaire de cette vision causale du monde, c'est de dire, pour ceux en tout cas qui croient en l'astrologie, que les planètes et leurs mouvements, d'une façon ou d'une autre, sont à la source de ce qui nous arrive. Certains avancent, par exemple, l'hypothèse d'une forme d'électromagnétisme subtil. Pour d'autres, cela va être la gravité, ou alors une force non encore découverte, etc., etc. Des théories, il y en a plein, mais toutes basées sur le présupposé que les planètes et leurs mouvements sont la cause. Et il faut l'admettre aussi, ces théories, pas tout le temps mais en général,
démontre surtout le manque de connaissances des astrologues dans des domaines tels que l'astrophysique. Or, on peut s'extraire de ce paradigme et envisager ces phénomènes différemment. Il s'agira donc, dans ce cas, de dire que les planètes, de même que le cosmos dans son ensemble, ne sont pas les causes de ce qui nous arrive, mais plutôt sont, tout comme nous, représentatifs d'un sens, d'un message qui, en quelque sorte, émerge dans la manifestation. Nous sommes tous, les planètes, les événements, nous-mêmes en tant qu'individus, des symboles, les manifestations d'un message. Nous sommes tous, d'une certaine façon, soumis à un sens. Et donc nous vivons en synchronicité avec tout ce qui nous entoure, car justement nous sommes liés par la même signification, par le même message. C'est d'ailleurs la définition de synchronicité, c'est-à-dire des événements qui, a priori, n'ont pas de lien causal entre eux, mais sont reliés par le sens. Pour que cela soit plus concret, prenons un exemple simple. Imaginons une opposition Vénus-Saturne. Pour l'exemple, on va mettre de côté les signes, les maisons, etc. Donc, une opposition entre Vénus et Saturne, quelques interprétations basiques de cet aspect pourraient être des difficultés relationnelles, un couple qui se sépare, des blocages dans notre expression artistique, une perte d'argent, mais aussi, pourquoi pas, un renouvellement de vœux après X années de mariage, etc. Mais est-ce à dire que c'est parce que Vénus et Saturne se sont trouvés en opposition que ces différents événements ont eu lieu? Pas du tout. L'opposition entre Vénus et Saturne est simplement une manifestation de plus, un événement de plus à rajouter à la liste, qui correspond, par analogie, par synchronicité, aux autres. Il arrive la même chose à Vénus et Saturne qu'à nous-mêmes. J'espère que c'est suffisamment clair jusqu'ici. De toute façon, nous allons continuer le raisonnement et ça devrait faire plus sens. Encore une fois, comme le dit la célèbre maxime hermétique, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Et on trouve parfois dans certains textes une extension de ce principe où il est ajouté « ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors, et ce qui est en dehors est comme ce qui est en dedans ». Cela revient au même. Tout ce qui arrive à un moment donné peut être vu comme différentes manifestations du sens racine derrière le symbole. Nous sommes des symboles, nos vies sont des symboles, les événements sont des symboles, les planètes sont des symboles. Donc, in fine, observer les planètes, c'est aussi une façon d'externaliser ce qui se passe dans nos vies et ou à l'intérieur de nous. Dans l'absolu, on pourrait prédire les mêmes choses avec le mouvement de feuilles mortes sur le trottoir, par exemple, qu'avec l'astrologie. Si on avait une compréhension symbolique du monde suffisamment développée et suffisamment fine, on serait en mesure d'utiliser n'importe quel support, même nos états intérieurs, pour faire des prédictions ou des interprétations. Et là, il y a un point intéressant qu'on a brièvement évoqué et sur lequel il serait bon de revenir, c'est le fait que ce que l'on observe dans une carte astrale va parfois se manifester dans le monde physique par des événements concrets, alors que dans d'autres cas, cela aura lieu d'un point de vue interne, au niveau du comportement par exemple. Imaginons un transit de Saturne en maison 12. Pour certains, cela va symboliser une période de remise en question, peut-être un travail sur soi, sur sa psyché, qui va amener à une forme de solitude intérieure, alors que pour d'autres, cela peut signifier un séjour en prison, où l'isolement va être vécu plus dans le physique. Alors, c'est un exemple très simplifié. Je ne dis pas que tous les gens qui ont Saturne qui transitent dans leur maison 12 peuvent potentiellement finir en prison. C'est bien sûr bien plus complexe que ça, c'était juste pour saisir l'idée. Si tout est symbolique, et qu'en plus on considère les différents plans de l'être tels que formalisés dans divers systèmes ésotériques, à savoir que dans le schéma le plus simple, on trouve la division corps, âme et esprit, avec l'âme qui fait l'intermédiaire et où se situent nos émotions par exemple, alors potentiellement le sens peut se manifester sur l'un de ces trois plans, ou du moins au niveau du corps
et de l'âme, sachant que est-ce que l'esprit est soumis à ça, ou alors est-ce qu'il en est peut-être la source? C'est une question bien trop vaste pour être abordée directement ici. Cela pourra être développé dans d'autres audios. En tout cas, c'est ce qui ajoute une couche de difficulté pour les astrologues au moment de faire aussi bien des interprétations de cartes natales que des prédictions, puisque se pose la question de comment est-ce que sera manifesté ce qui est symbolisé par les configurations planétaires. Est-ce que cela se fera par un événement extérieur ou au niveau émotionnel, au niveau du corps ou au niveau de l'âme? Et bien sûr, deux interrogations supplémentaires apparaissent. Y a-t-il moyen de discerner entre les deux types d'événements, extérieurs et intérieurs? Et y a-t-il possibilité de faire en sorte que cela se manifeste plutôt d'une façon que d'une autre? Ceci sera l'objet du prochain podcast. Cette considération symbolique, c'est aussi la raison pour laquelle certaines techniques prédictives, dites justement symboliques, telles que les progressions secondaires ou les révolutions solaires, fonctionnent. Prenons pour l'exemple le cas de la révolution solaire. Pour rappel, qu'est-ce qu'on appelle révolution solaire en astrologie? Il s'agit de dresser la carte astrale le jour de l'anniversaire de la personne. Je dis bien le jour de l'anniversaire, pas de la naissance. Et en, disons, superposant la carte de la révolution solaire et celle de la naissance, en les faisant parler ensemble, on peut avoir une vision de ce qui va se passer au cours de l'année à venir pour la personne, jusqu'au prochain anniversaire. On peut d'ailleurs combiner cette technique avec les révolutions lunaires pour avoir plus de détails sur le déroulement des événements mois à mois. La carte de la révolution solaire, qui ne correspond qu'à une seule journée réelle, à une seule journée physique, celle de l'anniversaire, est symbolique de toute l'année à venir. Et cela marche pour des techniques, telles qu'on vient de l'expliquer, mais il y a également toute une branche de l'astrologie qui repose directement sur ce principe, c'est l'astrologie horaire. On reparlera de cette dernière dans d'autres audios, c'est un autre domaine fascinant de l'astrologie. Alors, après avoir dit tout ça, on pourrait me rétorquer, d'accord, admettons cette vision symbolique, cette explication, mais qu'est-ce que cela change dans le fond? Cela n'apporte rien. Eh bien, nous allons répondre à ça. Alors, pourquoi est-ce important? Premièrement, cela permet de passer outre la rivalité stérile entre la science moderne et l'astrologie. En effet, avec la causalité vient le besoin d'expliquer la chaîne reliant la cause à l'effet. Et même si l'on sait que l'astrologie fonctionne quand on la pratique sérieusement, et qu'on est par ailleurs également versé dans les sciences dites dures, il est certain que le paradigme actuel ne va pas accepter ne serait-ce que d'envisager l'éventuelle validité de l'astrologie. Même en mettant en avant des études statistiques, ce qui serait une forme d'entre-deux, tel qu'a pu les faire Gauquelin par exemple, et ce n'est pas le seul, il y aura encore et toujours un rejet et des attaques à charge. Cela va même plus loin puisque s'affairer à tout prix à expliquer l'astrologie via un prisme scientifique, enfin scientifique, scientiste, dira-t-on, à l'heure actuelle cela aura juste pour résultat de faire apparaître l'astrologie comme un être faible, mendiant de la reconnaissance. Alors que d'un autre côté, la prémisse de la non-causalité et du symbolisme nous offre un sol solide sur lequel se maintenir. Il n'y a pas besoin de preuves, mis à part l'opérativité bien sûr, il faut que ça marche sinon ça n'a pas de sens. Par conséquent, cela peut plus facilement permettre l'édification d'un pont entre les pratiquants de l'astrologie et le grand public, un système qui ne vacille pas sous le vent que souffle un autre système, est robuste et transmet de la confiance. Nous n'avons pas à nous justifier auprès de la science moderne selon ces termes, notre science marche et c'est tout ce qui importe. Ensuite, cela peut étendre la pratique elle-même et permettre une relation symbiotique avec celle-ci, de même qu'avec notre environnement. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien qu'on peut enrichir les interprétations d'une carte astrale
en y incluant les synchronicités qui nous arrivent à ce moment, en prenant en compte les événements, parfois subtils ou étranges, de la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu vérifier dans ma pratique. Un exemple parmi d'autres, je cherchais à décrire au mieux la relation au père de quelqu'un qui m'avait consulté, et il se trouve qu'au moment de l'écriture de mon interprétation, j'avais du mal à mettre en mots ce que je voyais dans la carte astrale. Et ce depuis plusieurs heures. J'ai donc décidé de faire une pause et de me changer les idées en regardant un film dont je n'avais jamais entendu parler. Et là, surprise, dès la première ligne de dialogue, cela correspondait exactement à ce que j'ai essayé d'exprimer. J'ai donc mis dans mon interprétation des extraits du film, en encourageant la personne à le regarder en entier, et il se trouve que cela correspondait parfaitement à la situation. Donc, jusqu'à quel point pourrait grandir notre relation à l'astrologie et au cosmos si l'on acceptait et intégrait le fait que tout a un message à nous délivrer? Sûrement que cela ouvrirait encore plus grandes les portes de la divination et de l'interprétation. Enfin, troisième raison pour laquelle cette compréhension symbolique de l'astrologie est importante, cela permettrait une réconciliation entre les notions de destin et de libre arbitre. Cette dernière considération sera développée, comme déjà dit précédemment, dans le prochain podcast. En guise de conclusion concernant ce premier audio sur la vision symbolique de l'astrologie, on peut dire que le sens ou la signification peut surgir de tout lieu, de toute chose, de tout être. Cela ne connaît aucune barrière. Que cela soit l'écume des vagues qui caressent le sable, 3 oiseaux qui se chamaillent le long du chemin, les signes sont partout. Les étoiles et les planètes parlent tout autant que le reste. Par contre, et c'est là la beauté de l'astrologie, les étoiles et les planètes nous offrent un support externe et systématique pour que notre observation s'y pose. C'est ce qui en fait sa praticité, c'est ce qui en fait une science. Par ailleurs, la signification derrière leur discours poétique peut être entendue si on plonge suffisamment profond dans la pratique, et cette interprétation va en partie dépendre de l'astrologue, de sa sensibilité. L'astrologie est donc également un art. L'astrologie est une science et un art. Il se trouve d'ailleurs que juste avant d'enregistrer cet audio, je suis tombé sur une citation de Raymond Abellio. Et bien que je n'ai pas pu en trouver la source exacte, elle me semblait tout à fait à propos, il aurait dit la chose suivante: l'astrologie est à la fois un art, une science et une sagesse. Fin de citation. Nous devrions être reconnaissants envers nos ancêtres, envers ces astrologues qui, au fil des siècles, des millénaires même, se sont relayés jusqu'à notre époque et nous ont transmis la connaissance nécessaire pour écouter et traduire le ciel. Tout est symbolique.